à ce journal dominical dont voici les titres. 2 buts partout, c'est le score de la rencontre de ce dimanche entre l'ASV Club de l'RDC et l'Entente Sétif d'Algérie. Match comptant pour la finale allée de la Ligue des champions de la CAF. Et puis un crash s'est produit à l'aéroport de Chabunda au sud Kivu. Un avion cargo de la compagnie Biega Air a raté son atterrissage. Le bilan fait état de 2 blessés graves, mais jusque-là, les causes de cet accident ne sont pas encore connues. Enfin, dans la partie rétrospective, nous parlerons de 38 éléments ADF arrêtés à Beni et présentés jeudi à Kinshasa par les responsables des FRDC. Ils ont été transférés devant la haute cour militaire. Bonsoir à tous. D'abord, cette nouvelle sportive, finale allée de la Ligue des champions. L'Entente Sétif d'Algérie vient de tenir l'ASV Club de la RDC en échec au stade Tata Raphaël de la Quetul par un score de parité de 2 buts partout. Les buts de vert, noir et jaune ont été marqués par les Mamabidi. Ce match s'est joué dans un stade archi-comble en présence de plusieurs officiels congolais, dont le président de l'Assemblée nationale Obamina Kou et le Premier ministre Matata Pogno. Le match final retour est prévu pour le samedi 1er novembre prochain en Algérie et nous allons parler des enjeux de ce match dans la deuxième partie de ce journal. Et en dépit du score du match cet après-midi au stade Tata Raphaël entre Veu Club et l'Entente Sétif d'Algérie, les Quinois gardent encore espoir pour le match retour en Algérie où Veu Club arrachera la coupe de cette compétition. Ils se sont exprimés à chaud en Lingala au micro d'Elvis Ndaya. Na sepeli na ndenge tobeti me nazosenga na entraîneur na biso ayeba ko bongisa mwa berere tosilisi ko beta 0-0 DD zaneti 0-0 na libanda asala maso berere oyo amonaki tomona ngo lisusu te po toganye match wana tozozela kupe wana toboyi berere ba joueur oyo azomona baza kilo azongisa bango lisusu match beta mina bien mazima to ba joueur na biso basala tout le monde berere mibele. Vraiment, Nazane Sengo parce que les joueurs sont petits l'esprit. Donc, on a tellement match bandelti sous qu'on a senti vraiment que nos joueurs ont un esprit, une volonté, qui bien motivé. Donc, les abals, les finales, les facilité, finale, arraché en haut. Donc, n'engé bango bache biso début awa, biso pe kuna torucha bango un bi match sili to gagner finale. Toza kupona za RDC parce que vite ça le honneur RDC na biso ba mazembien na ba avec les bien na ba Deringman na ba Orange to sangani biso derrière Vita. En tout cas nous sommes toujours derrière lui et puis nous allons les soutenir jusqu'au bout. Et tout à fait autre chose, je l'ai annoncé tantôt, un avion cargo immatriculé Nefki COT de type LET 410 de la compagnie Biega Air a craché samedi à quelques minutes de son atterrissage à 2 km de la piste de l'aéroport de Chabunda au sud Kivu. Les 2 membres d'équipage sont grièvement blessés. L'appareil s'est coupé en 2. Cet avion qui assure le transport des marchandises venait de Bukavu. Du côté de la RVA, indique Radio Capi.net. L'on signale que l'appareil opéré avec la licence d'une autre compagnie est échappé au contrôle technique. Pour le moment, les causes de cet accident ne sont pas encore connues. Et Kinshasa abritera du 27 au 30 octobre prochain la conférence des ministres de la CAC sur le Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale et la transformation structurelle de l'économie des ressources naturelles. Diplomatie, intégration, gouvernance et nouvelle économie du bois, c'est le thème qui sera au centre de cette rencontre qui engage 10 pays membres de la CAC. Elle vise la transformation structurelle du système de l'économie du bois, mais aussi l'adoption du texte final du Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale. Suivez cet avant-papier que vous propose Georges Bakabakangese. Disposant d'un gigantesque potentiel en ressources naturelles, la sous-région de l'Afrique centrale dispose entre autres du premier réseau hydrographique d'Afrique, du 2e massif forestier tropical mondial, avec environ 300 millions d'hectares, d'importants gisements pétroliers onshore et offshore, et d'immenses réserves minières, dont plus de 80% des réserves mondiales du coltan. Des atouts considérables qui contribuent à la croissance économique de la sous-région d'Afrique centrale, mais avec un paradoxe criant.
La dite croissance n'est ni exclusive ni génératrice d'emplois, d'où la proposition de la Banque africaine de développement, la diversification et la transformation structurelle des économies de la sous-région, notamment par l'économie du bois. L'objectif étant de susciter une croissance inclusive par la création des emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations. Grâce aux outils axés sur un triple système, l'économie de l'artisanat et des petites entreprises, ainsi que l'économie des savoir-faire traditionnels. La BAD entend ainsi aider à la redynamisation des économies d'Afrique centrale. L'économie verte qui représente à la fois une vision, un outil et une approche pluridisciplinaire et multisectorielle a pour pilier financier le Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale, FEVAC, institué depuis juillet 2013 à Brazzaville. Le FEVAC vise à financer la transformation structurelle du système de l'économie des ressources naturelles hors pétrole et hors minerais de l'Afrique centrale, avec pour cible l'économie verte et l'économie des savoir-faire traditionnels. Le choix du thème « Diplomatie, intégration, gouvernance et nouvelle économie du bois » renforce l'option de l'économie du bois comme exemple de l'économie des ressources naturelles hors pétrole et hors minerais lors de la conférence des ministres de la CEAC sur les FEVAC. Ces assises du 27 au 30 octobre tiennent à la transformation du système de l'économie du bois et à l'adoption du texte final du Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale. La pertinence de cette rencontre sous-régionale reste d'une portée à la fois stratégique, actuelle, commerciale et mondiale. La place du bois dans l'économie verte et dans la gestion durable de l'environnement, le positionnement du secteur du bois en matière d'emploi, deuxième en Afrique centrale, la demande mondiale croissante des produits dérivés du bois, l'implication de l'artisanat dans la filière du bois, la volonté accrue des pays de la CEAC d'approfondir la transformation, la commercialisation et l'exportation du bois, autant de déterminants qui cimentent l'opportunité de la conférence des ministres de la CEAC. Autant de déterminants qui cimentent l'opportunité de la conférence des ministres de la CEAC sur le Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale et la transformation structurelle de l'économie des ressources naturelles. Et parlons santé précisément de l'épidémie d'Ebola, 10 000 cas pour 4 900 décès. C'est le bilan provisoire à ce jour de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Quelques cas ont été aussi identifiés aux États-Unis et au Mali au cours de la semaine qui vient de s'achever. Où en est-on avec la lutte contre le virus Ebola qui continue à faire de morts? La réponse avec Astrid Mbouichimanga. L'épidémie d'Ebola continue de faire de victimes. En Afrique de l'Ouest, les derniers bilans provisoires fait état de 10 000 cas pour près de 4 900 morts, en dépit du renforcement des dispositifs de précaution et de la mobilisation internationale. Malheureusement, dans l'est de la Sierra Leone, région en quarantaine depuis août dernier, malgré les avancées dans la recherche d'un vaccin, les virus Ebola dégénèrent en un meute mortel. Mobilisée à cet effet, l'Union africaine a délégué Nkosazana Zuma dans ces 3 pays touchés par l'épidémie pour évaluer la situation sur terrain pour plus de stratégies d'éradication. Au Mali, un nouveau cas a été identifié. Une petite fille de 2 ans a été victime d'Ebola. Avec encore un nouveau cas déclaré à New York, les autorités sanitaires américaines ont annoncé que toute personne en provenance de 3 pays africains touchés par l'épidémie serait étroitement surveillée pendant 21 jours, période maximum d'incubation de la maladie. Le Rwanda a pour sa part étendu ses mesures de précaution à l'Espagne et aux États-Unis, exigeant que le voyageur y ayant séjourné dans les 3 semaines précédentes communique quotidiennement pendant 21 jours leur état de santé. Toujours dans cette optique, l'aéroport international du Libéria a connecté ses bases de données aux listes de proches de malades afin de leur interdire l'embarquement même s'ils ne présentent pas de symptômes et ne sont pas contagieux. Les instituts américains de la santé ont annoncé avoir commencé un essai clinique sur 39 adultes d'un vaccin expérimental canadien contre Ebola, dont des premiers lots ont été livrés en Suisse pour être testés par l'OMS. Mais il ne devrait pas être opérationnel avant l'année prochaine.
En somme, Cuba, qui a déjà déployé 165 médecins et infirmiers en Sierra Leone, a envoyé 83 autres vers la Guinée et le Libéria. En Guinée, les autorités ont annoncé le versement de 10 000 $ américains à la famille de chaque agent mort d'Ebola grâce à l'appui financier de la communauté internationale. En République démocratique du Congo, où l'épidémie est maîtrisée, un cas suspect a été détecté à Sumbula, au Kasaï occidental. L'individu d'une trentaine d'années reviendrait d'Angola. Il est déjà pris en charge dans la zone de santé des Kamonia. Le gouvernement congolais a disposé une somme de 300 000 $ américains pour procéder à la surveillance et à la recherche de nouveaux cas d'Ebola avant le 15 novembre, date retenue pour annoncer la fin de l'épidémie en RDC. Le grand défi reste donc de vaincre le virus Ebola à l'échelle mondiale. Et dans le reste de l'actualité, sachez que près de 5,3 millions de Tunisiens se sont rendus ce dimanche aux urnes pour élire leur première assemblée des représentants depuis la révolution de printemps. Il s'agit d'un scrutin qui va permettre aux Tunisiens de se doter d'institutions pérennes. L'élection législative tunisienne s'est déroulée sous une haute surveillance d'attaques djihadistes. Élection toujours, mais cette fois-ci en Amérique latine, précisément au Brésil, où 143 millions de Brésiliens ont voté leur président pour le second tour de ce scrutin. Ce dernier oppose la présidente sortante de gauche, Dilma Rousseff, créditée d'une légère avance à l'opposant du centre droit, Aécio Neves. Ouvrons maintenant la partie rétrospective. Arrêté à Beni, au Nord Kivu par les FARDC, les services de sécurité. 38 éléments ADF ont été présentés jeudi à la presse, tant nationale qu'internationale, accusés de tueries et d'autres griefs. Ces 22 Ougandais, 10 Congolais, 5 Kenyans et un Tanzanien seront bientôt transférés devant la haute cour militaire. Déjà, un groupe de ces ADF répondent de leurs actes dans l'affaire colonel Mamadou Ndala. Suivez ce reportage de David Fidel Luzolo. Ils ont été arrêtés dans les territoires de Kamango, Owecho, Mbao et P14 sur l'axe Beni-Iringeti. Ces 38 ADF et beaucoup d'autres ont violé et tué des paisibles citoyens à l'est de la RDC en général et en particulier dans le Grand Nord. Après la correction, suivie de la déroute leur infligée par les vaillants combattants des FARDC sur le terrain de combat, les ADF se sont tournés vers la population pour leur faire subir un châtiment infernal, ceci pour des intérêts inavoués. Il fallait à l'armée régulière et aux services de sécurité de la RDC de multiplier des stratégies pour mettre fin à cette aventure. Et ce qui justifie ce coup de filet réalisé récemment à Beni. 22 Ougandais, 10 Congolais, 5 Kenyans et un Tanzanien y sont tombés pour la première phase. Toutes ces nationalités représentées confirment bel et bien le caractère international de ce mouvement terroriste. L'âge de ces soldats capturés varie entre 19 et 45 ans. Visiblement, le gouvernement congolais et les FARDC disposent de réponses appropriées pour mettre fin aux tueries de civils dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Déjà, lors de son séjour dans cette partie de la RDC, Richard Mouyej Manguezmans, ministre congolais de l'Intérieur, avait affirmé que ce qui est arrivé est grave et la méthode utilisée par les ADF est délicate et pernicieuse. Mais il faut des efforts pour l'arrêter. C'est ça le rôle de l'État. Interroger la quasi-totalité de ces soldats qui vont bientôt subir la rigueur de la loi et permettre ainsi à la RDC de retracer la cartographie de ceux qui sèment la désolation dans cette partie du pays, disent avoir été trompés et enrôlés de force. nakeko lukabila ngai sikana ukikolona biloko esalisanga na vina abana na ngai na mwasi na Eringeti kana yoki na butu na 0r baye kufungulisa nga na fungula ndako tangu naye kotala bwewe bandako ya nzamba ezaka na potopoto te kaka otia kabakasa kaka tangu na funguli kaka boye naye komona batu balati civil na basusu bakilote me arme na maboko. Il faut signaler en outre que d'autres éléments ADF, comme le colonel Kamoulete, sont en train de comparaître à Beni dans l'affaire qui oppose le ministère public aux assassins du colonel Mamadou Ndala. Pour mettre définitivement un terme à cette aventure qui endeuille la RDC, le gouvernement congolais a appelé et appelle encore à la collaboration de la population de tous les territoires victimes de ces actes de barbarie.
Et puisque nous parlons des ADF, rappelons que le mercredi, lors de la conférence hebdomadaire de la MONUSCO, on a signalé que 6 éléments ADF ont été capturés par les FARDC à Padaota, non loin de Maïmoya. Dans l'entretemps, les patrouilles et ratissages se poursuivent à Beni par les FARDC et la brigade d'intervention de la MONUSCO pour assurer et protéger la population civile. Suivez ce reportage de Philemon Longonia, Moussa Mwamba et Francis Yamundele. Après les attaques perpétrées par les éléments ADF à Beni dans le Nord Kivu, le bataillon tanzanien de la brigade d'intervention de la MONUSCO a promptement déployé des troupes d'intervention rapide dans la région. Ce, dans le but de dominer le terrain, contrer toute nouvelle attaque contre les populations civiles, de les rassurer et d'assurer également leur protection. Selon le porte-parole militaire de la MONUSCO, des patrouilles conjointes sont organisées nuit et jour dans la ville de Beni et sur l'axe Mavivi-Mbao et Ringeti. Les FARDC mènent également des patrouilles à pied dans les zones périphériques de la ville de Beni dans le but de dissuader des activités négatives des groupes armés. Sitôt informé de l'attaque lancée par les rebelles ougandais à Ngadi, le bataillon tanzanien de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO a promptement déployé des troupes d'intervention dans la région dans le but de dominer le terrain contre une nouvelle attaque contre les populations. Le 19 octobre 2014, une réunion d'urgence a été tenue par la MONUSCO, les FARDC et les autorités locales pour améliorer la situation sécuritaire dans la région de Beni et rassurer les populations civiles. Dans l'entretemps, les opérations de bouclage se poursuivent entre les FARDC et la MONUSCO dans le but de mettre un terme aux exactions des groupes armés, notamment les ADF. Et puis Fidel Babala, bénéficiaire de la liberté provisoire lui accordée par le juge de la Cour pénale internationale, est déjà rentré depuis jeudi dans la capitale congolaise devant le membre du bureau politique du MLC et des partis politiques alliés. Fidel Babala a promis de s'adresser à la presse pour d'autres détails dans le jour qui viennent à propos de sa détention et de sa liberté. Pamphile Kayombo. C'est par l'aéroport international de Ndjili, jeudi à la tombée de la nuit, que l'un des 4 suspects dans l'affaire Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale, Fidel Babala, a regagné la République démocratique du Congo, son pays, après obtention de la liberté provisoire lui accordée par le juge unique de cette instance judiciaire internationale. L'attendaient à l'aéroport les membres du bureau politique du MLC ainsi que ceux des partis politiques alliés au parti cher à Jean-Pierre Bemba. C'était une joie observée par les uns et les autres qui ont vu l'un des leurs revenir au pays. Plein d'émotions, Fidel Babala n'a fait que dire merci à ceux qui ont concouru à sa libération. Je voudrais juste rendre grâce à Dieu que je sois rentré chez moi et que par cette occasion, je voudrais aussi remercier tous les amis des partis politiques amis et du MLC qui m'ont soutenu pendant cette épreuve, surtout même les amis parlementaires. Je suis rentré, je suis en liberté provisoire, donc j'ai une certaine réserve à avoir. Même son de cloche dans le chef de Thomas Louaka, secrétaire général du MLC. Les MLC se réjouit fortement de cette arrivée d'un de ses hauts cadres, M. Fidel Babala. Non seulement il est député national, il est secrétaire général adjoint du MLC. Et vous savez que son arrestation, avec l'arrestation de certains de nos camarades, nous a causé un grand préjudice sur le plan politique. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir que l'honorable Fidel Babala est de retour au pays et cela nous permettra de revigorer nos troupes pour continuer à mener notre lutte. En attendant le retour, bien sûr, de notre président national, le sénateur Jean-Pierre Bemba. Fidel Babala a toutefois promis de se livrer à la presse d'ici le 11 novembre prochain pour d'autres détails concernant sa détention, aussi bien que sa libération. Et la journée des Nations Unies a été célébrée le 24 octobre dernier, proclamée depuis 1947. Cette journée est l'occasion pour tous les pays membres de mettre fin aux atteintes à la dignité humaine et d'ouvrir la voie vers un avenir meilleur. À cet effet, le secrétaire général de l'ONU a invité les gouvernements et les particuliers à faire cause commune pour le bien de tous. Fanny Anifa Kassemwana et Bibi Chimuzeke vous rappellent l'importance de cette journée.
Sur 382 millions de dollars américains demandés pour les actions humanitaires en RDC, les partenaires ont déjà versé près de 320 millions de dollars. C'est ce qu'a indiqué le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire en RDC à l'occasion de la célébration de la Journée des Nations Unies. Moustapha Soumaré a justifié cette situation par les crises multisectorielles actuelles dans le monde qui nécessitent à peu près 17,1 milliards de dollars américains. Avec cette augmentation de la demande et de plus en plus aussi avec ces moyens qui sont en train de baisser, la RDC doit être en compétition, une situation pas facile selon le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire. Par ailleurs, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC a appelé les Congolais à s'approprier la Charte des Nations Unies pour pratiquer la tolérance et la paix dans un esprit de bon voisinage. Martin Kobler les a aussi invités à unir leurs forces à celles des Nations Unies pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Dans son message, le secrétaire général de l'ONU a souligné que son organisation est plus nécessaire que jamais en ces temps de crise multiples. La pauvreté, la maladie, le terrorisme, la discrimination et les changements climatiques font des ravages considérables et des millions de personnes continuent d'être exploitées dans des conditions déplorables. Ban Ki-moon a à cet effet demandé au peuple du monde de s'engager à nouveau en ce moment décisif à rendre les marginalisés et les vulnérables maîtres de leur avenir. Il a en outre invité les gouvernements et les particuliers à faire cause commune pour le bien de tous. Il faut noter que la Journée des Nations Unies est célébrée le jour marquant l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Pour rappel, c'est en 1947 qu'a été proclamée la Journée des Nations Unies. En 1971, l'Assemblée générale a recommandé que cette journée devienne un jour férié dans tous les États membres. Et parlons maintenant de la 9e Assemblée générale de l'Association des procureurs d'Afrique qui s'est clôturée vendredi à Kinshasa. Les participants à cette conférence se sont convenus de la mise en place des stratégies pour combattre les crimes sous toutes ses formes. Martin Kaimbe, Patrick Isso et Sylvain Bété. Pendant 4 jours, les participants à la 9e Assemblée générale de l'Association des procureurs d'Afrique ont tablé sur le maintien de l'état de droit et ont réfléchi sur les 10 ans d'unité en matière de poursuites judiciaires en Afrique. Flori Kabange-Numbi a salué la bravoure et le travail abattu par ses pairs. Les travaux de ces assises entretiennent des espoirs dans divers milieux pour la redéfinition de nos options politico-juridiques et pour la rénovation de l'homme et de la société. Messieurs les procureurs et distingués orateurs, laissez-moi vous dire que la richesse, la clarté de vos exposés, leur style simple, leur message profond et éclairant, ponctué d'expériences vécues et d'applications pratiques, nous ont inspirés, motivés et galvanisés, nous les praticiens du droit, en nous poussant encore plus à l'action pour le service de nos pays respectifs, en tenant en compte de la dynamique de la mondialisation à l'aube de ce 3e millénaire. Le procureur général de la RDC a par la même occasion décoré les magistrats congolais qui se sont distingués dans l'exercice de leurs fonctions. Dans son mot de clôture, le Premier ministre Matata Ponyo a félicité les participants pour avoir choisi la RDC pour la tenue de la 9e conférence de l'APA et les a rassurés de la volonté du chef de l'État congolais de voir une Afrique forte. Vous venez de passer quelques jours dans ces grands pays, la République démocratique du Congo au centre du continent, et nous pensons que votre séjour y a été agréable. Quoi qu'il en soit, la volonté de vos pairs de la République démocratique du Congo était indéniablement de vous offrir les meilleures facilités au cours de ce bref séjour. Ainsi, quelles que soient les failles que vous aurez constatées ici et là, je vous recommande de ne garder en mémoire que le meilleur souvenir de ce pays. Nous vous exhortons aussi, en rentrant dans vos pays respectifs, d'emporter témoignage, mais surtout de mettre en application le précieux enseignement tiré de vos échanges de 3 jours. Madame Wivin Mumba, ministre de la Justice de la RDC, a remis des cadeaux à toutes les femmes qui ont pris part à cette grande messe des procureurs d'Afrique.
tout à fait autre chose. Les bonnes œuvres ne sont jamais oubliées, dit-on. Le gynécologue congolais Denis Mukwege a reçu récemment le prix Sakharov du Parlement européen. Denis Mukwege a été récompensé pour son travail auprès des femmes victimes des viols et de violences sexuelles lors des conflits armés, notamment en République démocratique du Congo. Je vous amène à la découverte de celui que l'on a qualifié de réparateur des femmes dans ce reportage d'Astrid Mbouichimanga. Dans les annales des héros qui ont marqué le monde figure désormais le nom de Denis Mukwege, gynécologue congolais qui se donne corps et âme pour soigner les femmes victimes de la barbarie des différents groupes armés opérant dans l'est de la RDC. Le mardi 21 octobre 2014, le Parlement européen lui a attribué le prix Sakharov pour son combat pour la dignité de la femme, première victime des différents conflits à l'est de la RDC depuis plus de 20 ans. Le prix Sakharov pour la liberté de penser et prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, nommé en l'honneur du scientifique et dissident soviétique Andrei Sakharov, fut créé en 1988 par le Parlement européen pour honorer les personnes ou les organisations qui ont consacré leur existence à la défense des droits de l'homme et des libertés. Né en mars 1955 à Bukavu, au Sud Kivu, Denis Mukwege a étudié la gynécologie obstétrique en France après des études de médecine au Burundi. Sa sensibilité pour la cause de ses contemporains l'oblige à créer l'hôpital et la fondation de Panzi dans le sud de Bukavu en 1999. Son combat étant juste, l'hôpital et la fondation de Panzi a déjà réparé les corps mutilés de 40 000 femmes et enfants victimes de viols. L'hôpital de Panzi prend en charge gratuitement chaque année plus de 3 500 victimes de violences sexuelles en leur offrant une chirurgie reconstructive. Surnommé Docteur Miracle par ses patientes, Denis Mukwege est devenu célèbre bien au-delà des frontières de la RDC, son pays. Son nom a été plusieurs fois avancé pour le prix Nobel de la paix et plusieurs prix lui sont attribués en Europe et aux États-Unis pour son action. L'attentat auquel il a échappé en 2012 l'a fait redoubler d'ardeur. Depuis 15 ans, je suis témoin d'atrocités de masse commises sur le corps des femmes et contre les femmes. Je ne peux pas rester les bras croisés car notre humanité commune nous invite à prendre soin les uns des autres. Dixit Denis Mukwege qui donne un exemple de patriotisme à ne pas négliger. Et pour terminer, le Congrès national congolais CNC a annoncé l'implantation des comités sectionnaires dans les jours qui viennent. Le président national de ce parti politique de la majorité présidentielle, Pius Mwabilumbayo Mukala, l'a annoncé au cours d'une réunion tenue avec le bureau politique. Suivez ce reportage de José Olitomake, Suzy Kibira et bienvenue Magambo. C'était au cours d'une réunion avec les membres du bureau politique du Congrès national congolais que le président national de ce parti de gauche, Pius Mwabilou, a sensibilisé ses camarades en vue de la redynamisation à la base. Le président national du CNC a rappelé aux membres du bureau politique le rôle de chacun dans son secteur avant de marteler sur l'implication de chacun pour plus de sièges aux élections locales, municipales et urbaines qui pointent à l'horizon. Le numéro 1 du CNC, qui place l'homme au centre de tout, a également relevé la question sur le renouvellement des cartes des membres. Le président national du CNC a aussi annoncé aux membres du bureau politique l'installation des comités sectionnaires. Installation qui aura lieu dans les jours très proches afin de permettre aux militantes et militants de se préparer et de s'armer convenablement sur les élections locales, municipales et urbaines, a rappelé Harold Badibanga, porte-parole adjoint du CNC. Le Congrès national congolais n'est pas un parti élitiste, mais un parti de masse. Et par rapport à ça, les élections au niveau de la base sont une réalité et c'est l'heure ou jamais pour que chacun de nous se mette déjà à l'œuvre pour que d'ici la fin de l'année prochaine, nous ayons des ministres provinciaux du Congrès national congolais, des députés provinciaux du Congrès national congolais, des conseillers municipaux du Congrès national congolais. Donc c'est une réunion qui s'est terminée en toute beauté dans la camaraderie telle que voulue par le Congrès national congolais. Le président national du CNC a aussi invité les femmes de son parti à emboîter les pas au secrétaire national du genre et parité qui ne tarit pas d'initiative. Et passons maintenant aux prévisions météorologiques pour la journée de demain.